Merci, monsieur le rapporteur. Je propose à Valérie Fournéron, la présidente de cette mission, de prendre la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, cher Gilles Détor et Messieurs les présidents, Masséguillard et Azéma, c'est vrai que très heureuse de parler à l'occasion de cette mission du sport et du travail que nous avons accompli avec Gilles Détor, avec Monsieur Rampin qui est ici. Je voudrais saluer, la maison, l'administration de l'Assemblée nationale qui nous a accompagnés dans cette mission d'information, Madame la Présidente, que vous aviez décidé à la suite de la transformation du groupe de travail que vous aviez initié après l'Afrique du Sud. Je voudrais revenir juste quelques instants sur la méthode, parce qu'elle explique le contenu à l'arrivée du rapport et le pourquoi on n'est pas parti sur des préconisations extrêmement précises. Premier point, c'est on a beaucoup auditionné. Je remercie mes collègues Pascal de Guilhem et Régis Juanico qui sont venus souvent se joindre à nous. 25 auditions au total pour pouvoir appréhender cette mission d'information avec des acteurs extrêmement variés et apporter un éclairage sur finalement un sujet qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, la gouvernance des fédérations sportives. On a donc bien sûr auditionné ces présidents de fédération, le président du CNOSF, que je remercie pour sa disponibilité, mais aussi des représentants et des responsables des centres de droit de Limoges et d'Aix-Marseille, l'association des DTN, les présidents de fédérations qui sont aujourd'hui présidents de fédérations internationales, je pense à Bernard Labassé, je pense à Yvan Ménini, de pouvoir ainsi voir un peu le lien entre la gouvernance de nos fédérations sportives et la gouvernance à l'international et la place que nous pouvons prendre à partir de notre organisation nationale dans ces instances internationales. Et puis on a souhaité aussi auditionner des acteurs qu'on attendait peut-être moins dans cette mission, l'association des ligues nationales de sport professionnel, les présidents des ligues de cyclisme et d'athlétisme et la Fédération nationale des associations et des syndicats de sportifs, la FNAS. Donc pour travailler sur la gouvernance et essayer d'amener notre part à la réflexion, nous avons souhaité donc auditionner plus largement, excuse devant le CNOSF, mais plus largement que les fédérations concernées au premier chef, aller donc élargir notre horizon. On peut aussi pour se dire, et l'hétérogénéité de ces auditions nous l'a montré, que finalement parler de sport, il appartient à personne, il appartient à tous, et tous les acteurs sont partie prenante dans cette organisation, je veux dire, de notre sport français. Les ligues professionnelles, c'était pour nous important de montrer que le monde amateur pouvait être et devait être une chance pour le monde professionnel, et à l'inverse, et c'est le cas, on est parti de cette mission avec le football, un monde professionnel qui gagne, c'est aussi un sport amateur qui va mieux. Et on voit bien donc ce lien nous a, je veux dire, a été un peu la porte d'entrée de notre mission, mais aujourd'hui, nos auditions, on les a menées avec cette même volonté d'élargir notre champ et de voir comment est-ce que cette réflexion d'organisation interne, elle pouvait être améliorée, maillée, assise sur la relation de solidarité entre le sport amateur et le sport professionnel. Même volonté d'associer le FNAS. Trop souvent, on regarde les hommes et les femmes du sport, on regarde les sportifs et les sportives et on oublie les femmes et les hommes qui sont derrière. Et donc pouvoir mettre dans cette réflexion sur la gouvernance des fédérations les syndicats, pour ceux qui en ont, les syndicats de sportifs et de sportives, c'était impliquer les hommes et les femmes qui sont derrière aujourd'hui les performances, et les fédérations, elles vivent avec leurs résultats, avec leurs sportifs. Donc que les sportifs soient interrogés sur le mode de fonctionnement de la fédération dans laquelle ils évoluent nous semblait fondamental, et donc de pouvoir les impliquer dans la vie de la fédération. Et on le sait, aujourd'hui, c'est encore, pour diverses raisons que les uns et les autres ont commencé à bien analyser, mais c'est encore insuffisant la place, je veux dire, des sportifs de nos disciplines dans la vie de la gouvernance de nos fédérations. Je ne voudrais pas oublier dans cette méthode, qui nous a donc conduit à cette mission d'information, une table ronde décentralisée. Je m'en excuse, c'était plus facile pour moi, on l'a fait à Rouen, mais parce qu'il nous a semblé également important d'auditionner des acteurs locaux qui vivent
notre gouvernance des fédérations au quotidien. Et on a donc auditionné ces acteurs de la vie fédérale, des dirigeants de petits clubs, des éducateurs, tous ceux qui sont le week-end et le mercredi à vivre de l'intérieur l'organisation de notre mouvement sportif français. C'est du coup cette diversité des auditions, nous semble, parce qu'au-delà des questions qu'on se posait, finalement, et c'est ce qui conduit à ce rapport proposé par Gilles Détord et voté par notre mission, ont soulevé un grand nombre d'interrogations, et il n'y en a pas une, mais pas une, qui était semblable. Parce que une fédération, je pense que le mouvement sportif ne nous démentira pas, vit avec sa culture, son histoire, ses codes, et elle vit surtout avec ses hommes qui l'ont constituée, et ses femmes, un peu moins nombreuses. Mais comment, aujourd'hui, comparer la gouvernance d'une fédération unisport à une fédération multisport? Comment comparer la gouvernance d'une fédération d'un sport, on va dire historique, à un sport plus récent? Comment comparer la gouvernance d'une fédération qui vit avec quasiment ses propres moyens à celle qui vit de façon majoritaire avec des subsides de l'État, ou avec des cadres de l'État, ou celle qui n'en a pas? Comment comparer une fédération qui aujourd'hui a plusieurs millions de licenciés à une qui en a 30 000? Comment comparer une fédération qui a un cadre, a une grosse tradition de cadres bénévoles, à celle qui, je veux dire, en a beaucoup moins? Donc on a, au fur et à mesure des auditions, des rencontres, pu prendre en compte la diversité, finalement, de notre organisation collective, avec, du coup, la conclusion que faire une liste de préconisations, comme c'est souvent le cas dans nos rapports et dans nos missions d'information, ne pourrait pas être adapté à l'ensemble des pratiques et répondre mieux que finalement ne le fait chacune des fédérations aujourd'hui, dans une démarche, c'est-à-dire qui est parfois individuelle, parfois collective, au sein de la réflexion menée par le président de la Fédération française de cyclisme, David Lapartien. Donc, on a du coup eu le constat que le passage des statuts types à la souplesse que nous donnent les dispositifs obligatoires, les dispositions obligatoires qu'on doit prendre dans le cadre d'une fédération agréée, permettait la souplesse qui se déroulait et qui se dévoilait au fur et à mesure des auditions. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas un certain nombre de questions qu'on s'est posées sur, au-delà finalement d'une organisation législative et réglementaire qui permet de prendre en compte cette diversité, il y a des questions à se poser sur la représentation démocratique, et on voit que de plus en plus d'évolutions d'organisation des fédérations prennent en compte cette représentation, qui est de moins en moins un système coopté, je veux dire, de ligues régionales, comités départementaux, et de plus en plus un système qui part du club. Quid de l'efficacité de l'organisation? Quid de la stabilité? Quand on a, sur une année, celle 2011, 5 présidents de fédération qui démissionnent, ça ne peut pas manquer de nous interroger. Quid de la transparence de nos modes de décision? Et c'est vrai qu'en interrogeant aussi, lors d'une table ronde, des acteurs locaux, on s'aperçoit que dire la transparence de l'organisation, elle ne revient pas forcément, elle n'est pas forcément comprise au niveau de territoires plus petits. Quid du renouvellement de ces institutions, de la parité et de la représentation à l'international? Donc, partie d'une analyse comme quoi cette diversité, elle était réelle, elle répondait à une organisation qui ne pouvait pas être identique, que la loi le permettait, que, je vais dire, la prise en compte existait aujourd'hui au sein des différentes instances du mouvement sportif, mais que ça n'empêchait pas de se poser un certain nombre de questions pour évoluer en matière donc de meilleure représentation démocratique, de meilleure transparence, de renouvellement de nos institutions, de parité, de représentation à l'international. Donc du coup, des questions plus que des réponses apparaissent dans ce rapport d'information, cette mission, plus une sur la question du renouvellement. Bien sûr, elle impacte la question aussi de la représentation à l'international. Beaucoup,
et ceux qui aujourd'hui sont présidents de fédérations internationales ou siègent dans les fédérations internationales après, c'est-à-dire ou en étant encore dans des instances nationales, sont posés la question, ne faut-il pas rester plus longtemps en place pour pouvoir exister à l'international? Donc la question du renouvellement se pose aussi liée à la place que l'on souhaite avoir dans les instances internationales. Question du renouvellement aussi qui pose deux questions. Limite d'âge ou nombre de mandats, mais à ce moment-là, ça pose la question, comme en politique, de l'accès aux responsabilités aux actifs. Et donc, place des actifs dans nos instances, si on traite la place des actifs dans nos instances et la place du nombre et de l'âge des mandats, est-ce qu'on ne va pas inciter, est-ce qu'on a obligatoirement à mettre l'un en parallèle à l'autre et à traiter les deux sujets parallèlement? Donc celle du coût, place des actifs, celle de la rémunération, complexe quand elle est votée, ça nous est apparu à plusieurs reprises, quand elle est votée par le propre conseil d'administration de la fédération. C'est un sujet qu'on a chez les élus locaux, où une nouvelle équipe municipale en place, elle commence par se voter sa propre rémunération. C'est une situation qui n'est pas facile. Bon, après, il me semble que c'est à la fédération néanmoins de dégager les moyens de financer ses propres salaires, entre guillemets, ou ses propres frais de mission. On va plutôt les appeler comme ça. Ses propres frais de mission ou indemnités de fonction, comme on l'a pour les élus. Mais qu'il y ait un vote en interne nous a semblé une question qui mérite d'être analysée sur qui doit décider de la rémunération. Est-ce qu'on s'auto-désigne en interne à partager avec les licenciés de sa fédération, ses représentants? Enfin, on a du coup abordé un sujet qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît en première analyse, parce que les portes d'entrée sont multiples, et je voudrais vraiment une nouvelle fois remercier Gilles Détor, remercier François Rampin, d'avoir aidé à, peut-être tout simplement aujourd'hui, apporter une pierre supplémentaire à une réflexion qui est engagée au sein du mouvement sportif, une réflexion qui est menée dans le rapport commandé donc, par le CNOSF à David Lapartien. Première conclusion a été sortie, je pense que notre rapport y contribuera pour permettre d'impulser peut-être des réformes complémentaires qui aujourd'hui ne nous semblent pas être des réformes avant tout législatives. Merci beaucoup.